En 2018, donc quand on a créé By Charlot, faut comprendre que le marché de la plante est quasiment uniquement retail. Il y a très peu d'acteurs en ligne et il n'y a pas de marque. Donc c'est un peu sur ces deux pieds qu'on va danser, quoi. C'est à la fois créer une marque et rentrer aussi par l'angle du digital. Même si nous, notre ambition, c'est pas d'être une DNVB, on est digital native par la force des choses. Et c'était le premier canal le plus facile à lancer, le e-commerce, en 2018. Mais en fait, nous, rapidement, on a compris que c'était un business qu'il fallait prendre de manière omnicanale et qu'en plus, nous, c'était nos forces. Charles connaît très bien le retail. Donc en 2019, au bout d'un an, on avait déjà un entrepôt logistique pour faire le e-commerce, une première boutique en pop-up store dans les Batignolles, et on a ouvert notre corner au bon marché en juin ou juillet 2019. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Nous avons tous eu des plantes d'intérieur à un moment ou à un autre de notre vie. En ce qui me concerne, ce fut souvent un achat d'impulsion à la sortie d'une certaine grande surface spécialisée dans l'ameublement d'origine scandinave. L'histoire que vous allez découvrir et écouter aujourd'hui est celle de 2 entrepreneurs qui ont réussi à craquer le business en 6 ans. En quelques années, mes invités, oui, ils sont 2 pour cet épisode, mes invités donc ont révolutionné la plante d'intérieur pour en faire un véritable objet de décoration d'intérieur. Donc, j'ai le grand plaisir de recevoir 2 Charlots, pardonnez-moi pour ce jeu de mots facile, Charles Senot et Charles Fosset, les cofondateurs de By Charlot. Je pense que vous êtes déjà nombreux à connaître cette marque. Il s'agit certes de plantes, mais de belles plantes, de plantes robustes dans des pots personnalisés. Avant d'entrer dans le détail de cette formidable aventure, comme vous allez le découvrir, nous allons d'abord parler du marché, car comme pour tout business, il faut contextualiser les choses. Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet pour comprendre comment on fait pour lancer une marque de plantes, comment on gère les aspects logistiques qui doivent être coton évidemment, et comment on arrive à être distribué au bon marché évidemment. 1001 autres questions sur la gestion de la croissance ou encore les plans de développement futur. Nous conclurons, comme à notre habitude, par un focus sur la relation client en tant que DNVB. Les sujets data, CRM, acquisition et fidélisation sont forcément clés. Mais avant de commencer, Charles et Charles, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Yes, avec plaisir, merci. Charles, c'est Charles Senot qui commence. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais c'est Charles Senot qui commence. Après, vous vous en déduirez par vous-même qui prend la parole. Ouais, donc merci Cyril de nous recevoir sur ton podcast. Donc Charles Senot, effectivement. Moi, j'ai un parcours assez terrain. Moi, je viens du retail. J'ai bossé pendant près de 10 ans pour des marques comme Couples, Levi's, pour le groupe Happy Chic qui avait les marques Jules, Breeze, Bisbee, qui est, voilà, des retailers assez prêts à porter. T'as un parcours dans le retail, t'es plutôt de formation commerciale, ingénieur, droit. Moi, je suis plutôt de formation de la vie, c'est-à-dire que moi j'ai voulu travailler très tôt. En fait, j'ai un cerveau qui est fait de manière à ce que j'avais besoin de gagner de l'argent moi avec mes mains plus qu'avec ma tête. Bon, maintenant c'est un peu les choses évoluent, mais voilà, très vite j'ai bossé. Quand je dis retail, moi j'ai commencé vendeur, puis responsable.
directeur régional, donc à gérer après plusieurs points de vente. T'as commencé à travailler en quelle année? J'ai été C'est juste pour contextualiser. Ouais, moi j'ai eu mon bac, j'ai un bac +2 et après j'ai commencé à. T'as eu ton bac en quelle année? J'ai commencé à travailler, c'était en 2010 quoi. Ouais. Ok. J'ai commencé à travailler en 2010 et quand je suis rentré chez Couples, c'était les tout débuts de chez Couples. Ils venaient de lancer la marque. Il y a quelques années, c'était la marque, une des marques les plus booming du prêt-à-porter à l'époque. J'ai tout appris, j'ai évolué très très vite chez eux. Il y a encore d'ailleurs tout un écosystème de gens de ces Couples qui gravitent autour de moi et même autour de la marque sur différents métiers. Voilà, j'ai fait un peu plus de 4 ans là-bas avant de continuer d'évoluer. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour cette marque? Donc moi j'ai commencé vendeur et à la base pour payer mes études. Une fois que les études étaient terminées, je suis passé responsable d'un point de vente, de 2 points de vente, de 4 points de vente. Voilà, en fait moi ce qui m'a toujours animé c'est les gens parce que je pars du principe que les projets sont réussis grâce aux hommes, quoi, avec un grand H. Donc les gens, moi j'adore le management. Et puis le commerce. Et les gens d'ailleurs, pas que les gens qu'on manage, les gens aussi qui on vend des choses. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt passionnant. Moi j'aime bien parler, j'aime bien m'intéresser à la vie de tout le monde. Je suis un vendeur. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de chez The Couples? Plein de choses. Je trouve que d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais c'est une belle complémentarité qu'on a aussi avec Charles là-dessus. C'est que je trouve que c'est important, d'un côté, d'avoir toute la structure que peuvent apporter les écoles, la connaissance, etc. Et de l'autre côté, c'est aussi sympa de voir un peu ce qui se passe sur le terrain, etc. Il ne faut pas que l'un ou que l'autre, mais en tout cas, les deux sont intéressantes. Et moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris à faire des énormes horaires, à travailler, à être courageux, à me battre pour gagner un peu plus de salaire. Et quand tu penses au début, c'était des sommes qui étaient parfois ridicules, à me lever très tôt. Voilà, ça t'apprend le travail, quoi. Et moi, c'est génial. Et pour le coup, j'ai de la chance. Mon caractère a fait que je l'ai pas vécu comme quelque chose d'horrible, mais plutôt comme quelque chose de très formateur. Mais moi je me suis éclaté. Et si je pouvais continuer de le faire aujourd'hui, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a du retail aujourd'hui, et c'est toujours je pense un des plus grands plaisirs que j'ai quand je vais passer des journées en boutique, quoi. C'est assez intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu continues par quoi ton parcours professionnel? Je continue dans le retail pour différentes marques, parce qu'en fait quand tu sais faire quelque chose, après le dupliquer c'est très facile. Donc je continue pour Levi's à faire exactement la même chose, et après je continue pour le groupe Happy Chic qui est un groupe lillois, et pour le coup qui était des marques qui étaient un peu moins premium, mais assez intéressante dans c'était assez gros, quoi, le groupe Happy Chic. Donc c'est le groupe, t'as des techniques, des process, une sorte de manière d'être, de savoir-être aussi qui est assez génial, qui est beaucoup plus humain que d'autres sociétés. Et le tout fait que j'ai dû faire une dizaine d'années dans le retail à la fin, je développais des points de vente, ce qui fait que j'avais un parc de magasins. Donc souvent, c'est des zones géographiques dans le retail. Et tu gères les forces de vente qui sont essentiellement les managers de boutiques, et tu fais en sorte que tes boutiques fassent leur PNL, quoi. En 10 ans de temps passé dans le retail de la mode, puisque finalement t'as pas été dans un autre commerce spécialisé. Ouais, non, très mode. Est-ce que tu as vu les choses changer aujourd'hui? Depuis, on va dire 2 ans, on entend les grandes marques fermer, deux grandes marques fermer les unes après les autres, Naf, Camaïeu, pour en citer que 2. T'as vu les choses changer en 10 ans? En fait, j'étais un peu avant le changement, mais oui, en fait, moi j'ai vu, de mon expertise très terrain, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses, que le digital y est pour peut-être quelque chose, que moi j'étais au tout début de l'époque des e-réservations, des choses comme ça. Enfin voilà, ça c'était le début sur la partie digitale, donc on n'en parlait pas trop encore. C'est des marques qui faisaient très peu de chiffre d'affaires en ligne, où l'e-commerce représentait même pas 1% souvent du chiffre d'affaires par rapport au parc de boutiques et tout.
Non, moi j'ai vu des changements liés à la course à la promotion, des choses comme ça qui pour moi sont des killers de business, mais c'est un avis qui est assez personnel. Je pense que c'est le gros truc que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, l'année elle fait que 12 mois quoi. Et quand j'ai commencé les périodes de solde, il y en avait 2. Quand je suis parti, il y en avait peut-être 6. Et aujourd'hui, il y en a potentiellement 12 quoi. Donc c'est le gros changement que j'ai pu observer moi sur la partie retail. Après cette phase de 10 ans dans le retail, tu intègres le monde de la tech. Ouais. Vas-y, raconte-nous. J'intègre le monde de la tech. J'en étais super fier. J'intègre Proximus, qui est un CMS e-commerce omnicanal. D'ailleurs, je crois que tu as reçu dans ton podcast Philippe Bianchi, qui est le cofondateur de Proximus, qu'on salue au passage. Salut Philippe. Philippe qui a été un de mes mentors pendant quelques années, puisque il m'a fait confiance pour mon expertise retail. Moi je connaissais rien à la tech. C'était quoi ton rôle chez Proximus? C'était un rôle commercial? Je suis rentré, Proximus c'est une boîte de tech spécialisée pour les retailers. Ils étaient très forts sur la tech et ils connaissaient le retail de par leur métier, mais ils connaissaient pas le retail de l'intérieur. C'est-à-dire que ils sont venus me chercher, enfin en tout cas je suis allé les chercher, on s'est bien entendu, sur ce côté-là en disant vous avez une solution pour les retailers, moi je connais parfaitement les retailers et à minima je pourrais vous apporter le discours de vous inquiétez pas, je sais ce que vous faites parce que je l'ai vécu, laissez-moi vous aider quoi. Et donc j'étais là pour m'occuper un peu des clients. On avait déjà des dizaines voire des centaines de clients qui utilisaient une partie ou la totalité de la solution. Et l'idée c'était de faire en sorte que les gens comprennent l'utilisation. On parlait de digital à des retailers qui de temps en temps c'était pas tout à fait leur priorité, et après on parlait de choses hyper intéressantes, d'omnicanalité, d'order management, de ship from store, etc. Et donc c'était comment est-ce que tu te sers de ton réseau de magasins qui est immense pour vendre plus et mieux à tes clients. Avec des problématiques finalement logiques, mais quand tu penses pas, une doudoune à Marseille, elle se vend souvent moins qu'à Lille, quoi. Voilà. Et donc à un moment donné, comment est-ce que tu fais pour répartir ton stock d'une manière intelligente? Voilà. Donc c'était des grosses problématiques comme ça qui étaient assez finalement opérationnelles et terrain, mais réglées avec de la tech, quoi. Tu retiens quoi là, de ces combien de temps tu restes chez Proximus? Je reste 4 ans aussi. 4 ans. C'est quoi l'asset avec lequel tu pars? Je pars avec un asset, une connaissance et un écosystème dans lequel je me suis hyper épanoui. Le digital. Déjà, je pousse mon savoir-faire, ou en tout cas mon amour pour la vente à son summum, quoi. C'est-à-dire que. Et là, t'es passé quand même de la vente de B2C à la vente B2B. C'est quand même. Ouais, c'est de la vente. Donc tu pars effectivement d'une vente. Ouais, c'est pas exactement la même chose. Tu pars d'une vente simple à une vente complexe, mais en fait quand t'aimes la vente et que tu comprends le truc, en fait t'as un côté très excitant sur la vente complexe, la vente long terme. Tu signes des gros contrats. Enfin moi les premières fois que j'ai commencé à signer des trucs, des super contrats, j'en étais très fier pour 2 raisons. C'est que ok, tu vends un jean qui va très bien à quelqu'un, t'es content, mais bon, ça change pas la face du monde. Demain, tu vends une solution qui potentiellement enlève 18 épines du pied à quelqu'un, déjà t'en es très fier. Et puis en plus, effectivement, en tant que commercial, tu signes des deals avec des gros montants, etc. Enfin, c'est un côté qui est très excitant pour moi, qui suis assez qui aime bien le challenge et qui adore la vente, quoi. Donc je repars, si tu veux, avec une très bonne connaissance du digital, de l'e-commerce, des problématiques marketing digital, quoi, au sens large, essentiellement pour les retailers, un réseau dans l'écosystème digital qui m'aide aujourd'hui énormément sur pas mal de choses, et puis des idées plutôt claires, en me disant j'ai connu le monde du retail et de l'opérationnel, j'ai connu le monde côté presta, les 2 expériences vont me servir, et j'ai monté ma boîte ensuite avec Charles, quoi. Bon, on va voir comment la jonction se fait entre les 2 parcours. Non, Charles Fosset, voilà, dont je dis le nom une fois encore et je le reprononcerai plus. C'est juste pour le différencier. Toi, c'est quoi ton parcours? T'es plutôt quel type de formation?
Écoute, moi j'ai un parcours un peu plus classique que celui de Charles. Moi, il faut savoir que je suis un passionné de voitures et depuis que je suis tout petit, je veux travailler dans ce secteur. Donc tu vas me dire qu'est-ce que je fais dans les plantes. En fait, il s'est passé pas mal de choses entre temps. Donc j'ai réalisé un peu mon rêve, j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée là-dedans. Je suis allé travailler en Allemagne, qui est le pays référent pour tout passionné d'automobile, et donc j'ai commencé ma carrière là-bas. En stage puis en VIE chez des équipementiers français. Là-bas en Allemagne, tu travailles pour des constructeurs? Équipementier français, mais pour des constructeurs. Mon expérience phare, c'était pour BMW. C'était le lancement de la BMW X1, la toute première, où je m'occupais de la phase prototype. C'était vraiment un rêve de gosse. J'étais hyper épanoui. Je m'amusais beaucoup là-dedans. Je parlais à Munich, ouais. Je parlais 3 langues tous les jours parce que c'était une boîte française, donc il y a pas mal de français. J'avais des sous-traitants partout en Allemagne et un peu ailleurs, donc je parlais allemand et anglais tous les jours. Et que ça m'a donné d'ailleurs une logique. Le fait de changer de langue toute la journée, ça te donne une flexibilité, une agilité dans le raisonnement que j'ai utilisé par la suite. Je t'en parlerai. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais atteint un premier rêve et que. Et ce rêve, il dure combien de temps là, ce premier rêve? Il est assez court parce que c'était vraiment la fin de mes études, la fin de mes études et un VIE d'1 an et demi. Donc en fait. Là, on est en quelle année là quand tu arrives en Allemagne? Alors, c'est d'ailleurs l'année est assez frappante parce que moi c'est de 2008-2009, donc je me prends la crise des subprimes. J'arrive à Munich, dans le bureau de Plastic Omnium, on était 70 ou 80. À la fin de mon VIE, je crois qu'on n'était plus que 40 parce que c'était une crise aussi très forte pour l'industrie automobile. C'est pas ce qui a motivé mon souhait de quitter cette industrie d'ailleurs, mais c'était une opportunité, je pense, pour moi de réaliser un autre rêve, parce que bon, évidemment quand j'étais là-bas, je travaillais en gestion de projet, donc j'avais des fonctions assez polyvalentes et je touchais aussi à des sujets financiers. Et j'ai senti que mon expérience d'ingénieur et mes études d'ingénieur n'étaient pas suffisantes par rapport à mes ambitions qui étaient beaucoup plus larges, qui étaient plus business, la gestion globale d'un projet, voire la gestion d'une entreprise. Et j'avais aussi un deuxième rêve un peu enfant, qui était de créer mon entreprise. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis pas encore complet, j'ai une super expérience terrain, mais j'ai besoin de retourner sur les bancs de l'école. Et du coup, j'ai intégré une école de commerce en 3e cycle. Lesquels? L'ESCP à Paris. Là, t'as quel âge? J'ai 22 ou 23 ans. Oui, parce que du coup, j'avais quand même déjà un tout petit peu d'expérience par rapport à mes camarades de promo, qui eux, pour la plupart, sortaient directement d'écoles d'ingénieurs, de Sciences Po, d'autres cursus, et dans un master assez international. En fait, moi, j'ai toujours eu un peu aussi cette volonté de travailler à l'international au début de ma carrière. Donc, on était parti en Chine, on était parti en Inde avec le SCP. On avait tous des projets d'ailleurs à l'international. Et là, j'ai rejoint le groupe Dassault Systèmes. Donc une fois diplômé, c'est ça? Ouais, j'ai commencé d'abord en stage à Shanghai, qui était un peu l'aboutissement de ce parcours international récent. Et en fait, moi, ce qui m'avait passionné à l'ESCP, c'était les cours de stratégie. Avec un professeur qui s'appelait Frédéric Fréry, qui était passionnant. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe stratégique Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas les avions, c'est pas les Rafales, c'est pas les Falcon. Exactement, Katia. Exactement. Donc Katia, c'est le logiciel 3D qui permet de concevoir des avions, des bateaux, des voitures et toutes sortes d'objets un peu complexes. Et du coup, qui touche à beaucoup d'industries. Donc moi, j'ai rejoint ce groupe dans les fonctions stratégie. Et du coup, je travaillais sur plein de secteurs d'activité, notamment la construction, l'architecture, et aussi pas mal de technologies naissantes. Parce que là, quand tu rentres chez Dassault, on est en quelle année? On est en 2010, de mémoire. Ouais. Ok. J'y passe presque 6 ans. Avec, alors là, c'est l'école de l'excellence. Autour de moi, j'ai que des personnes qui ont fait des très grandes études, HEC, Polytechnique, etc. Que des gens brillants. Et c'est une sorte de cabinet de conseil dans la boîte, quoi. Et on travaille du coup sur les problématiques de diversification industrielle, diversification technologique, parce que c'est une boîte très techno et en fait il faut être tout le temps un peu en avance. Donc à l'époque on parlait des sujets SaaS, cloud, c'est des trucs nouveaux, 3D printing. On commençait à parler à la toute fin, donc quand j'ai quitté, je crois que c'était en 2015, on commençait à avoir des prototypes sur l'intelligence artificielle. On me montrait des systèmes qui permettaient de comprendre qu'une chaise était une chaise et de pouvoir retoucher automatiquement des images en 3D à partir d'intelligence artificielle. Donc j'ai touché à pas mal de sujets technologiques et pas mal de sujets
industriel et du coup comprendre les besoins des clients dans les industries. Donc beaucoup d'agilité, de changer de secteur toute la journée, analyser des boîtes à racheter dans tel secteur de la construction, parce que c'était un énorme secteur pour l'industrie 3D. Et on se disait que c'était peut-être un secteur où on pouvait aller aussi devenir leader quand on était chez Dassault Systèmes. Et puis... T'as pas travaillé pour les groupes automobiles? Bah en fait c'est la vache à lait, donc c'est ceux qui font vivre Dassault Systèmes. Moi c'était un peu moins mes sujets. Alors j'ai travaillé un peu là-dessus sur des technologies ultra pointes. C'est-à-dire on a arraché une boîte qui faisait des logiciels pour concevoir des pièces en matériaux composites, avec des technologies très pointues, et ça c'était essentiellement pour l'aéronautique. On avait aussi regardé des sociétés qui faisaient des rendus 3D ultra réalistes pour notamment l'industrie automobile, pour designer la voiture et voir ce qu'elle va rendre en vrai dans la vraie vie. Et t'as vraiment l'impression que c'est une vraie photo ou une vraie vidéo. Et du coup là j'ai eu un vernis en gros tech. Et une connaissance globale de l'entreprise, quoi. La culture générale de l'entreprise et la culture générale aussi de comment j'évolue dans ce domaine, comment je reste leader. Je pense que c'est hyper intéressant. Moi d'ailleurs j'ai fait ma thèse de fin d'études à l'ESCP sur comment rester leader quand on l'est, et on voit qu'en fait au bout de 40 ans même les très grands leaders finissent parfois par se casser la figure parce qu'ils sont pas su se réinventer et ils sont pris de travers par des technologies de rupture. Donc c'était assez passionnant, et à ce moment-là j'avais quand même envie de monter ma boîte toujours, et j'ai eu une opportunité de rejoindre un fonds d'investissement qui investissait dans des startups et des PME qui s'appelle, à l'époque ça s'appelait Entrepreneur Venture, je crois que maintenant ça s'appelle Entrepreneur Invest, et c'était un fonds qui était dont les associés gérants étaient des anciens entrepreneurs. Et donc là je me rappelle quand j'avais passé mes entretiens, je leur avais pas caché mon désir de monter ma boîte. Et Bertrand Follier, qui était un des associés et qui nous accompagne toujours aujourd'hui sur By Charlot, m'avait dit tu vas voir, tu vas faire un MBA en entrepreneuriat. Voilà. Alors attends, comment tu fais la rupture entre le monde du service et de l'industrie Dassault Systèmes et l'intégration d'un fonds d'investissement? Écoute, c'est une rencontre, comment ça se produit en fait? Ouais, alors à l'époque, je connaissais le chasseur de tête qui avait l'opportunité de rejoindre ce fonds. Mais en fait, je vais répondre différemment. C'est moi, toute la journée, je regardais, quand on fait de la stratégie, on regarde beaucoup aussi de croissance externe. En tout cas, dans cette industrie du logiciel, c'était le cas. Et on avait fait beaucoup de deals M&A. Et du coup, moi, j'avais développé une forme d'expertise sur l'analyse de cibles pour des rachats. Et en fait, quand tu investis dans des sociétés, c'est un peu la même chose. Tu regardes pas des cibles pour les racheter, mais pour investir. Et donc, et sur plein de secteurs différents. Donc en fait, j'avais déjà un peu fait le métier, mais pour un industriel. Et là, je allais le faire pour un fonds. Et j'avais un vernis très tech, très logiciel. Et ça intéressait à l'époque beaucoup Entrepreneur Venture, parce que ils avaient une thèse d'investissement à l'époque qui était aussi de se renforcer beaucoup dans ce monde de la tech. Donc là, on est en 2016, 15, 16, 2015, ouais, c'est ça. Voilà. C'était juste avant l'explosion du modèle SaaS, du cloud et les grosses levées de fonds qu'on a pu connaître par la suite. Donc là, tu arrives dans le fond, tu es quoi, analyste? Tu fais Ouais, j'étais analyste. En fait, pour moi, c'était un peu un saut dans le vide parce que avant, j'étais passé manager chez Dassault Systèmes, j'avais une équipe de 12 personnes. Là, je me retrouvais à nouveau. Alors, j'étais pas analyste, j'étais rentré investment manager. Alors, je crois que c'est directeur de participation, mais j'avais pas d'équipe. Donc, tu faisais tes études toi-même. Mais en fait, dans le venture, c'est avant tout un métier de rencontre. Moi, c'est ça qui m'a assez frappé. C'est que vraiment, j'avais un agenda chargé de rendez-vous. Mais c'était pas des rendez-vous de réunions de PowerPoint, etc. C'était, tu rencontrais des entrepreneurs toute la journée, soit ceux dans lesquels tu allais investir, soit les sociétés dans lesquelles tu avais déjà investi et tu étais membre du board. Voilà. Donc ça m'a permis de faire énormément de rencontres et de découvrir plein de secteurs d'activité, de vivre des aventures de l'intérieur, des aventures entrepreneuriales de l'intérieur, avec d'ailleurs des très belles aventures. J'ai aussi connu des échecs, des faillites. Enfin, vraiment, j'ai touché à tout, et c'était d'ailleurs pas que de la tech, hein, il y avait aussi des PME traditionnelles dans l'industrie, dans d'autres secteurs. Et un peu comme Charles, je me suis aussi tissé mon lien avec pas mal d'acteurs du secteur. Et pas que de la finance, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de conseils, et d'ailleurs certains nous ont rejoints par la suite chez By Charlot au sein du board en tant que business angels. Combien de temps tu restes dans le fond?
Je crois que c'était 5 ans. Donc c'est un cycle assez court en fait, parce qu'en général les investisseurs ils restent à moins 7-8 ans le temps d'investir et désinvestir. Mais bon, moi c'était pas mon projet. Mon projet c'était pas de faire carrière dans un fonds, c'était vraiment de monter ma boîte derrière. Donc, Et donc c'est by Charlot. Et c'est by Charlot, et en fait je pense que l'été 2019, non 17. Ouais, avec Charles, alors pour la petite histoire, moi quand j'étais chez Entrepreneur Venture, j'ai investi chez Proximus. Et j'étais au board de la société avec Philippe, dont j'étais assez proche. Et du coup, avec Charles, on a commencé un peu à travailler ensemble de cette manière, parce qu'avec Charles, on se connaît par nos femmes, qui sont amies d'enfance. Et donc là, on a eu une première aventure business. C'est marrant, parce que vos femmes sont copines d'enfance, et professionnellement, Ouais. le hasard fait que vous êtes amenés Absolument. à vous Alors c'est un hasard, en fait, au moment où moi j'investissais chez Proximus, Charles passait des entretiens chez Proximus. Alors, du coup, c'était très drôle. On sait pas. Enfin, Et là, vous étiez déjà tous les deux mariés. ouais, on était quasiment mariés. Ouais, mariés. enfin, vous Ouais. voilà. En tout cas, on avait des femmes, quoi. Ouais. Et du coup, c'était amusant parce que moi je suis rentré au board et Charles est rentré quasiment en numéro 2 de la boîte au même moment. Donc on a eu un parcours pendant, je crois que ça a duré 2-3 ans, où on se suivait de loin à travers cette expérience. Et puis bon, l'été 2017, avec Charles, on s'est dit, bon là il faut quand même, on a tous les deux envie de monter notre boîte, pourquoi on le ferait pas ensemble? On est hyper complémentaires. On s'entend hyper bien. Là, vous aviez quelques rosés dans le nez et puis vous avez commencé Ouais. à inventer une histoire ou c'est Exactement, comment on ça se voyait chez moi, je me rappelle. Je sais pas si c'était du rosé, mais c'était à peu près ça. Ouais. Et on réfléchissait à des idées. Et naturellement, nous on réfléchissait à des idées assez simples à monter, plutôt produit, plutôt commerce. Enfin, Charles vient du commerce et du e-commerce aussi. Voilà. Et là, on a balayé pas mal d'idées. Et il y avait un secteur qui nous intéressait, c'était celui du cadeau. Et un autre secteur pour lequel on a des affinités particulières, notamment en termes d'esthétique, c'est la décoration. Et du coup, on a commencé à réfléchir à quelques idées dans ce secteur-là. Comment le cheminement intellectuel vous fait aboutir, et après on fera une pause sur By Charlot, mais comment votre cheminement intellectuel vous fait arriver à la plante d'intérieur? Comme je le disais en introduction, c'était volontairement provocateur. Je sais pas quelle est la part de marché d'IKEA dans la plante. C'est un des premiers vendeurs de plantes en France. Hein. Oui, voilà. Avec le secteur des jardineries, etc. Bon, évidemment, toutes les grandes enseignes de jardinerie, mais en fait, qui font des plantes, mais qui font aussi de l'animalerie, qui font plein d'autres choses. Quoi. Bon, enfin bref, tout le monde à la fin de son parcours IKEA passe devant les trucs de plantes et t'as jamais pensé acheter une plante et tu repars avec une plante, voilà. Oui, en 2018, donc quand on a créé By Charlot, faut comprendre que le marché de la plante est quasiment uniquement retail. Il y a très peu d'acteurs en ligne et il n'y a pas de marque. Donc c'est un peu sur ces deux pieds qu'on va danser, quoi. C'est à la fois créer une marque et rentrer aussi par l'angle du digital. Même si nous, notre ambition, c'est pas d'être une DNVB, on est digital native par la force des choses. Et c'était le premier canal le plus facile à lancer, le e-commerce, en 2018. Mais en fait, nous, rapidement, on a compris que c'était un business qu'il fallait prendre de manière omnicanale et qu'en plus, nous, c'était nos forces. Charles connaît très bien le retail. Donc en 2019, au bout d'un an, on avait déjà un entrepôt logistique pour faire du e-commerce, une première boutique en pop-up store dans les Batignolles, et on a ouvert notre corner au bon marché en juin ou juillet 2019, et après en septembre on avait nos premières commandes B2B. Donc on avait les pieds. Attends, tu vas nous raconter tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, et je voudrais prendre le temps de le faire, de rentrer dans le détail, c'est et on va remonter à la genèse de l'entreprise. Avant de le faire, on a commencé à en parler. Ce marché de la plante d'intérieur, de l'objet de décoration, du cadeau, comment on définit ce marché? En fait, nous on est parti d'un postulat de base sur la plante, c'est c'est un produit un peu laissé, c'est un laissé pour compte, c'est un produit, c'est un peu une commodité distribuée plutôt dans la grande distribution, souvent peu mis en valeur, dans des pots en plastique, avec des expériences d'achat qui sont pas très bonnes, comme je disais tout à l'heure, assez peu digitalisées. Et donc on s'est dit que déjà c'était un premier aspect du marché, quoi. C'est un marché qui n'avait pas encore connu sa révolution digitale et qui n'avait pas encore été inondé par des dizaines de marques, comme ça peut être le cas dans la cosmétique par exemple. Et l'autre sujet c'est les cadeaux. Le cadeau est un marché finalement, est-ce que c'est un marché, je sais pas, mais en tout cas il y a un achat récurrent du cadeau toute l'année.
le premier cadeau qui est offert, c'est la fleur. Et du coup, à côté de ça, il y a la plante qui était le parent pauvre. Donc nous, avec Charles, on s'est dit, là, on a quelque chose à creuser. Et peut-être Donc il y a un trou dans l'offre. Il y a un trou dans l'offre, et qui est anormal, parce qu'en fait, la plante, il y en a partout. Il y en a chez les gens, il y en a dans les lieux de réception, il y en a dans les hôtels, dans les cafés, dans les restaurants, dans les bureaux. Tout le monde aime un peu les plantes. Enfin, je pense que on ne déteste pas les plantes. Il y a des gens qui sont passionnés de plantes. En fait, globalement, c'est quand même quelque chose de vivant, d'assez. Non, mais je partage ton point de vue. On peut pas dire non, moi je suis contre les plantes. Non, mais tu vois, c'est un truc complètement. C'est assez universel. Ouais. Du coup, c'est intéressant. Ouais. Ça touche tout le monde, c'est tous les sexes, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges. C'est intéressant. C'est quoi comment dire, le comportement du consommateur par rapport à ce marché hybride finalement que vous définissez par vous-même, qui est à la croisée entre la plante d'intérieur, le cadeau, la déco, c'est les 3 mots-clés que vous utilisez pour définir ce marché-là. Le consommateur là-dedans, il a des besoins définis, pas définis, comment il se comporte? En fait, avant qu'on arrive, il se comportait pas trop quoi avec ça. C'est-à-dire que tu voulais acheter il y a 5 ans ou 6 ans, enfin nous on a monté Bachelor il y a 6 ans. Il y a 6 ans, tu voulais acheter une plante d'intérieur pour chez toi. C'était pas si facile que ça. En fait, soit si t'habitais dans les grandes villes, quoi. En tout cas, nous, en l'occurrence à Paris, parce que c'est d'ici qu'on a lancé le business. Mais en fait, t'avais pas de jardinerie en centre-ville. Non, tu vas chez le fleuriste, quoi. Ouais, tu vas chez le fleuriste. Et le fleuriste, comme son nom l'indique, il vend des fleurs. Et donc en fait, il a une offre de plantes, mais qui est assez pauvre. Nous on adore les fleuristes, c'est génial, tu rentres, ça sent bon, ça sent la terre, les fleurs, etc. Et nous, quand on a lancé Bachelor, on s'est dit ok, la fleur c'est génial, on va pas se battre non plus contre la fleur. Néanmoins, ça coûte déjà ça coûte assez cher, c'est périssable et assez vite, parce qu'en une semaine, il y a plus de bouquets. Dans le meilleur des cas, et puis surtout ça vient pas toujours de tout près, quoi. Enfin, là ça vient souvent de loin, oui. Ouais, pour des produits qui sont finalement presque déjà morts, quoi. Donc il y avait une sorte d'incohérence là-dessus, et à côté de ça on voulait pas dégrader l'expérience ni d'achat ni de réception de ce cadeau de la fleur qui fait toujours très plaisir, quoi, à recevoir. Et en fait on s'est dit mais c'est dommage, parce que la plante déjà c'est joli, ok il y a peut-être un peu moins de couleurs vives et ça sent pas trop, mais on en reparlera plus tard parce qu'on a d'autres gammes de produits du coup pour pallier ça, mais voilà, mais c'est durable, tu peux l'offrir à quelqu'un et 2 ans plus tard avoir toujours la plante qui a grandi avec les personnes qui le consommateur finalement lui il se dit pour les aspects déco, je vais mettre je sais pas comment dire, mais enfin de la petite déco d'intérieur. Je peux offrir de la petite déco d'intérieur éventuellement, mais enfin disons que on a des objets de déco. Il y a plein de magasins qui en vendent. Concernant le cadeau facile, évident, qui fait plaisir, c'est le bouquet de fleurs. La plante. Là-dedans, a priori, on ne se dit pas que c'est le trait d'union entre les deux, puisque effectivement, c'est soit des achats d'impulsion, soit on est très fan de plantes d'intérieur, et puis on va prendre sa voiture, on va faire je sais pas combien de bornes pour aller dans un truffaut, je sais pas quoi. Déjà fait une voiture. Non mais on les voit, les malades de plantes d'intérieur, il y en a, c'est une jungle chez eux, même si c'est rare. Sinon, le kidam moyen, j'ai l'impression qu'il a sa plante d'intérieur un peu à l'occasion, quand il passe devant, parce qu'il sort de ses habitudes d'achat, voilà. En fait, la plante a été essentiellement un achat pour soi, et c'était compliqué. Enfin, nous, c'était de pouvoir te l'acheter pour toi. Et pour 2 raisons. C'est-à-dire qu'une fois que tu avais trouvé ta plante, après, il fallait souvent trouver le pot. Enfin, il y a peu de personnes qui sont super fiers de mettre un pot en plastique horticole chez eux. Donc, ce qui se faisait de mieux à l'époque, c'était le pot en terre cuite, qui reste simple, chic et plutôt sobre. Mais après, le cache-pot, c'était un peu un casse-tête pour le trouver, quoi. Et quand et puis il fallait encore trouver un joli modèle. Donc il y avait une offre qui était finalement assez pauvre. T'avais un peu de céramique, mais qui étaient des trucs un peu lambda, qui venaient de Chine. Enfin c'était des trucs pas très beaux. T'avais panier en osier, et puis c'est tout, quoi. Et nous, d'ailleurs, quand on a commencé à se dire avec Charles, on va travailler la plante.
notre premier axe de réflexion n'était pas de trouver des plantes, était de se dire ça va être quoi le contenant, comment est-ce qu'on fait quelque chose de super joli. Donc on a commencé à designer nous-mêmes les pots, on s'est dit qu'on voulait des belles matières, plutôt nobles, fabriquées au plus proche de là on peut, mais en fait c'est pas tant la distance, mais c'était plutôt l'artisanat qui comptait, avec un vrai savoir-faire derrière. Aujourd'hui nos pots ils sont faits au Portugal. Alors, on va revenir dessus, mais en détail. Ce que je comprends, c'est que c'est finalement un marché, des marchés qui sont ouais, pas en fait, non, mais forcément reliés. la taille du marché, Mais comment on fait justement sur la taille? Comment on va mettre des métriques? Parce que quand on se lance, on se dit, j'ai besoin de savoir ce à quoi m'attendre. Est-ce que c'est un marché à 100 millions? Est-ce que c'est un marché à 2 milliards? On a besoin de savoir ça. Toi, qui étais dans... Mais en fait, moi, j'ai passé le début de carrière à faire des tailles de marché, etc. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que le marché est gros ou pas? Oui, Est-ce que t'en fiches un peu de la taille? Alors, on est encore trop petit pour se dire qu'on a atteint... Non, mais quand je dis 100 ou 1 milliard, c'est justement est-ce que c'est un petit ou un gros? C'est un marché très profond. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est un produit universel. Il y a énormément de retailers qui ont des tailles importantes, qui distribuent ça. Et en plus, c'est à la croisée des chemins d'autres sous-marchés ou marchés adjacents, comme la décoration et le cadeau. Et en fait, d'ailleurs, on nous demande souvent qui sont nos concurrents. En direct, on n'a pas de concurrents ultra directs. Alors, il y a des personnes qui ont commencé à nous copier un peu, etc. Mais en fait, on a des barrières d'entrée assez importantes. Et après, il y a des produits de substitution. Je pense que quand tu vas offrir une boîte de macarons La Durée ou une bougie parfumée diptyque, quelque part, c'est un peu des concurrents aussi. Mais c'est complémentaire. Baobab, tout ça. Exactement. Mais bon, le marché est profond, et puis aussi c'est le cas d'usage, quel est l'achat. En gros, les gens, soit ils offrent nos produits, soit ils achètent pour eux, pour leur décoration. Et c'est quand même des cas d'usage et des actes d'achat qui sont quand même hyper récurrents. Alors après, on a pris un angle de positionnement assez fort, c'est qu'on s'est positionné tout de suite sur le premium. On a un positionnement prix qui est plutôt élevé par rapport à notre... C'est quoi la gamme de prix? Nous, on a un panier moyen sur nos commandes à 80 € TTC. Quoi. Ouais. Donc tu vois, c'est assez élevé. Oui, c'est élevé. Et on a un prix d'appel maintenant à 29 €. Donc on est plutôt une marque premium. C'est quoi la proposition de valeur? C'est comment vous définissez en quelques mots? C'est quoi votre promesse? Enfin, vous l'avez pitché un nombre de fois, à mon avis, incroyable. Faites-le sans contrainte. Mais comment vous vous racontez? Comment vous vous présentez? Déjà, on se présente comme un vendeur de plantes. Nous, on aime dire qu'on fait des plantes de caractère pour plusieurs raisons. On n'est pas un fleuriste, on n'est pas non plus un magasin de déco. Mais qu'est-ce que vous êtes? En fait, on est quand même je te dis, on reste un vendeur de plantes. On a pris la plante, on en a fait un objet de déco. On vend 85% de plantes chez nous, donc on est un vendeur de plantes. Les gens viennent chez nous parce qu'on fait des plantes, mais on fait des plantes différemment. C'est-à-dire que on a un peu créé un segment de marché, c'est-à-dire que mettre des plantes dans des pots, en fait tout le monde était capable de le faire, c'est pas le problème, mais on n'a pas fait ça, c'est-à-dire qu'on a mis des très belles plantes dans des très beaux pots et en fait on est les premiers qui avons réussi à créer une marque de plantes. Une plante, c'est une commodité. Des plantes, donc au mieux il y a des gens qui savent faire un service autour de la plante qui est très très bon. Après il y a toutes les anciennes de distribution type fleuriste, etc. Mais on y va quand même plutôt pour les bouquets. By Charlot aujourd'hui c'est une marque de plantes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'identifient. On est très bon sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'engagement, etc. Enfin, les gens on a réussi à créer une sorte de sentiment d'appartenance là-dessus. On a des collections, on crée des nouveaux produits, on fait des collaborations, on fait du retail, tu vois, t'as un univers de marque dans nos boutiques. Tu rentres dans une boutique By Charlot, du tout comme si tu rentrais chez un fleuriste. Et pourtant on adore, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. On n'est pas un fleuriste, on fait pas que de la déco. Donc en fait, By Charlot, c'est une marque de plantes cool. C'est une marque de plantes premium. Ouais, avec une bonne expérience client. Tu commandes ta plante ce matin, tu es livré demain matin chez toi dans un joli packaging avec une plante qui a été sélectionnée parce qu'elle a un caractère, parce qu'elle est plus ou moins rare, mais il y a quelque chose qui s'en dégage. C'est pas juste une plante verte lambda, c'est vraiment un vrai concurrent du bouquet de fleurs. Et elle va durer longtemps. Nous on choisit des plantes qui sont durables et on enchante le tout avec un joli pot qui a été confectionné avec des artisans avec qui on travaille, avec qui on renouvelle des collections. Et puis bon, je pense que le petit truc, la petite recette magique, c'est que nous on permet aussi la personnalisation. Sur nos pots, on a des étiquettes
comme sur une bougie. Et sauf que cette étiquette qui porte le nom de la plante pour la plupart du temps, elle est personnalisable. Donc tu peux mettre un titre, un clin d'œil à un ami ou un parent, une date de naissance, une date de rencontre. Il y a pas mal de choses. Et les gens l'utilisent comme un vecteur de communication. D'ailleurs, en ce moment là, c'est la fête des grands-mères, la fête des mères. C'est des moments où les gens offrent nos plantes avec des messages d'amour. À Noël également, on a même les professionnels qui utilisent nos plantes pour délivrer des messages à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs salariés. Best employee of the month. Ouais. Par exemple. On va revenir dessus, je voudrais juste rembobiner un peu l'histoire. A priori, rien ne vous lançait donc sur le business, enfin vous prédestinez à vous rentrer dans le business des plantes. Vous avez cette idée, en fait, vous comprenez qu'il y a un truc à faire, ça vous l'avez clairement expliqué. Une fois qu'on a cette idée-là, il faut la mettre en œuvre. Moi, j'aimerais bien que vous me racontiez cette mise en œuvre-là entre la stratégie marketing qui se dessine dans vos propos, parce qu'on comprend que le truc, il est quand même bien chiadé, pour le positionner et créer une marque en tant que telle, c'est déjà un énorme effort. Créer une marque sur des plantes, c'est-à-dire une commodité, pour reprendre tes mots, est-ce que c'est plus difficile ? Peut-être pas, en fait, je sais pas, parce qu'il n'y a pas... C'est à faire, donc je sais pas. Et puis alors, je voudrais qu'on aille un peu dans les opérations, hein, surtout dans les sujets de supply, parce que voilà, on l'a dit en filigrane. Donc comment on dit, maintenant on y va, voilà, on a une super idée, le PowerPoint est beau, comment on fait ? C'est-à-dire que si je devais rembobiner encore plus loin, je pense que c'est complètement stupide de lancer une marque de plantes en vendant essentiellement en ligne. Je pense qu'on a choisi le pire produit. C'est vivant, c'est fragile, c'est lourd, c'est volumineux. C'était un peu un casse-tête. Mais en fait, si tu veux, au début, on lance, on n'y pense pas du tout à ça. On se dit juste... on a sorti un premier proto, c'est beau. Et le proto, c'est quoi ? C'est un pot ? Le proto, c'est un pot qu'on design. On se dit juste, on veut sortir de la forme conique en terre cuite, un peu basique du pot. On s'inspire des objets et des marques de déco qu'on adore. Tu peux le décrire, le pot, parce qu'on est dans l'audio, alors... Ouais, alors le beau pour moi ne rime pas avec complexe. C'est souvent le pot est simple, simple, mais il est bien exécuté. C'est-à-dire que c'est un cylindre, la hauteur égale la largeur. C'est quelque chose qui est jamais vu dans le monde horticole. C'est que t'as un vrai cylindre, c'est pas du tout conique. Et une grosse douille. Ouais, assez grosse parce que en fait, nous le pot à l'époque on lance avec une taille où le pot, la plus petite taille faisait 10 cm d'eau, donc ça paraît pas énorme, mais bon, quand même, t'as déjà une petite plante à poser sur un bureau, sur une étagère, etc. Et on va sur des pots qui font jusqu'à 18 cm de haut et de diamètre. Donc c'est plutôt une grosse bougie qu'une grosse douille. C'est plus vertueux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une étiquette dessus qui. Enfin, nous, on s'est un peu inspiré aussi. Ouais, c'est un peu comme une grosse bougie. Ouais. Donc tu vois, on fait ça, on lance Quelle matière ? On crée notre pot céramique, on fait du laiton aussi, des couleurs assez simples au début, tu vois, du bleu, du noir, enfin voilà, des trucs plutôt une fois de plus très simples. Avec l'étiquette dessus ? Non, justement, on met la plante dans le pot. On se dit on n'aime pas du tout cette histoire de cache-pot, donc on veut faire en sorte que le pot soit un vrai pot et pas un cache-pot. Donc on trouve un système pour avoir l'impression que la plante est rempotée dans le pot, ce qui n'était pas tout à fait le cas parce qu'elle est mise dans une sorte de chaussette. Je t'expliquerai peut-être plus tard, mais on peut intervertir nos pots, nos plantes, les bougies, etc. Vas-y, explique maintenant. En fait, les plantes sont rempotées dans une chaussette by Charlot, donc qui est qui maintient la terre autour. Qui maintient la terre autour, etc. Et cette chaussette était conçue spécialement en dimension du pot. Donc après, tu la glisses dans le pot et ça te donne pas du tout cette impression de cache-pot. Tu as l'impression que la plante est rempotée directement dans le pot. Bon, déjà visuellement c'est beaucoup plus joli. Et l'autre vertu c'est que... Et ça dès le départ, vous avez ce truc, cette idée dans le proto ? Ouais, c'est venu assez rapidement. Ouais. En fait au tout départ, je pense qu'on avait fait un truc très simple. On avait pris, je pense pas, une dizaine de plantes. Et on les avait associées à une taille de pot et une couleur. Vous êtes allé dans un magasin de plantes et vous êtes allé acheter des plantes. On est allé à Rungis et on a acheté quelques premiers protos de plantes, quoi. Les espèces qu'on avait déjà sélectionnées sur internet, on s'est dit on va essayer de les trouver en vrai. On les a achetés, on avait les pots à côté. Comment on fait pour les sélectionner quand on s'y connaît aussi bien que vous en plantes ? Justement, je pense que c'est un atout, tu vois. Et d'ailleurs, je te parlais tout à l'heure de ma thèse de fin d'études. En fait, c'est la plupart du temps, les gens qui révolutionnent un marché, c'est des gens qui viennent pas du marché. Et donc nous, on n'était pas du tout de la plante, et ça nous a donné un œil nouveau. Et en fait, quand tu parles à des pros de la plante au départ, ils disent mais vous êtes des malades, mais pourquoi vous faites ça ? Et les plantes, elles sont beaucoup trop chères par rapport. Mais en fait, non.
elles sont pas chères. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée énormément de choses autour. Et c'est pas juste une plante, c'est tout ce qui est autour qui est important en fait. C'est la sélection de cette plante. Et comment tu l'as fait, la sélection de cette plante? En fait, tu te dis, moi j'adore la plante, mais effectivement je viens pas de là, etc. Donc qu'est-ce que je ferais si je devais acheter une plante ou recevoir une plante? En fait, tu veux quelque chose qui est, tu veux une plante, qui te prend pas trop d'entretien et qui meurt le moins vite possible. c'est une très bonne définition. Une plante d'intérieur, c'est un pléonasme. Enfin, je veux dire, c'est une plante, c'est à l'extérieur par définition. Donc effectivement, c'est. Et d'ailleurs, nous, notre recul maintenant, c'est 6 ans. Et nos premiers clients, c'est nos amis, c'est nos parents, etc. Et tu vois des plantes qui sont devenues et immenses. c'est quoi les plantes auxquelles on pense? Les cactus, les. Bon, au départ, c'était beaucoup les cactus. Aussi, il y avait un peu la mode du cactus à l'époque. Donc il y avait beaucoup de cactus, de plantes grasses, quelques plantes vertes. Maintenant, ça a complètement changé. C'est l'Elastica Abidjan, l'élégante by Charlot, qui est un de nos best-sellers. Elle est là depuis le tout début. Mais tu vois, c'est une variété spéciale qui a une feuille plus foncée que le. Et vous avez pensé à la taille, parce qu'il y a évidemment aussi. Tu parles tout à l'heure de la taille du pot, qui de facto donne une idée de la taille de la plante. Tu vas pas avoir les ficus là, tu sais, plein de poussière qu'on avait pu voir dans les loges de. Voilà. Non, mais notre cœur de gamme, il est. Donc c'est une plante. C'est une plante que tu poses sur une table. C'est ça, qui fait 30 cm de haut max, ou je sais pas. Non, c'est entre. Nous, nos plantes, elles font entre 20 cm et 1,50 m. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, les plus hautes. Okay. Mais la plupart sont entre 30 et 70 cm, je dirais. Donc là, au départ, vous avez votre proto. Là, vous vous dites, faut le rendre sexy. On va mettre un truc personnalisable, une étiquette, pardon. Pour en fait, on met la plante dans le pot et on trouve ça joli. Mais il manque quelque chose. Ouais. Exactement. C'est marrant, il manque un truc, je sais pas pourquoi, et on peut pas juste mettre une plante dans un pot, parce que même si on a fait des très beaux cache-pots, autant dans ces cas-là lancer une marque de cache-pot, quoi. Et puis après, les plantes nous inspirent beaucoup de choses. En fait, elles sont les toutes premières, elles étaient toutes très différentes, mais elles avaient vraiment du caractère. T'avais envie de leur donner des noms, en fait. Et tout de suite, on s'est dit, on va leur donner des noms de caractère. Donc il y avait la coquette, l'athlète, l'élégant dont je te parlais, le dandy, ça. Et c'est là qu'on s'est dit, il manque quelque chose, on va mettre une étiquette sur le pot, un peu comme sur une bougie, et on va marquer le nom de la plante, comme sur un parfum, quoi. On va marquer les deux noms de la plante. Le nom de la plante, de son caractère, donc ses noms évocateurs, et le nom en latin de la plante, parce qu'on se dit que c'est quand même intéressant que les gens ils connaissent. Et notre logo. Et en fait, je pense que la plupart des marques mettent leur logo sur leurs produits, c'est la base. Et donc c'est parti comme ça. Et après, du coup, comme tu disais, c'était c'est le produit, c'est le proto. Après, il faut pouvoir le vendre en masse. Donc l'échelle. Donc Rungis, on commence à Rungis. Je me rappelle, on prend notre ticket d'acheteur, on crée la société avec un cabis de fleuriste. On peut aller acheter chez des grossistes à Rungis. On y va très souvent. On rempote les plantes chez nous. Parce que attends, le challenge, c'est finalement d'avoir à peu près tout le temps le même style de plante. Enfin, oui, voilà, exactement. Bien sûr. C'est pas, tiens, alors qu'est-ce que t'as cette semaine, Michel? Je vais prendre ça, ça et ça. C'est de la grosse différence avec le marché. C'est qu'un fleuriste qui va à Rungis, il prend ce qu'il y a. Ah, c'est ça. Alors que nous, on crée des références avec un SKU, un code barre, etc. Des photos. Des photos, un cahier des charges. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et comment on le fait? On le traite, ce truc-là? Parce que quand on se lance, vous avez le cabis de fleuriste. Je pense qu'on est les acheteurs les plus chiants de la Terre pour ceux qui vendent des plantes. Voilà. On est vraiment au début, je pense qu'ils nous ont tous pris pour des fous. On est là, ah non, mais celle-ci, elle est trop haute. On l'a déjà dit. Ah, ça rentre pas dans nos boîtes, on peut pas l'expédier. Mais qui dit, mais t'es malade, elle est hyper belle. Oui, mais elle est trop haute, je pourrais pas l'envoyer. Ouais, puis en fait, ça allait même plus loin que ça. C'était celle-ci, elle a 5 feuilles alors que moi j'en veux 6. Celle-là, elle a 3 branches alors que moi il m'en faut 4. Nous, on vend sur photo au début, sur internet, et on veut qu'il y ait une expérience qui soit géniale. C'est que tu commandes ce que t'as vu, quoi, et que tu reçoives. Mais attends, ça sous-entend que quand vous faites les achats, vous avez réglé le sujet logistique? Non, pas du tout en fait. Comment ça se passe au début? Au début, c'est dans notre salon, concrètement. En gros, 2018, c'est un peu le side business. On est encore en poste. On fait ça un peu dans notre salon. On vend, je me rappelle même plus comment on les livre. Je crois qu'on les livrait nous-mêmes. On faisait le tour de Paris avec notre voiture et on livrait tous les 15 jours. On faisait de la précommande, quoi. Mais en 2019, on s'y met sérieusement à temps plein. Et donc en février, on signe le local, on signe un bail d'un local commercial à Besançon, à côté de Paris, en région parisienne. Et on a un atelier qui fait 150 mètres carrés.
Et là, on construit notre atelier, ce qui est les prémices d'un entrepôt e-commerce et un atelier en même temps. Parce qu'on n'arrivait plus à suivre la cadence des commandes aussi, c'est-à-dire que tu as eu des éléments déclencheurs, dans l'histoire, et en fait assez vite ce produit-là a intéressé un peu de presse, de l'influence, coup de chance ou pas, mais en tout cas voilà, on a eu des ripostes d'influence. Non, on va parler sur les aspects marketing. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les opérations, parce que c'est clé là-dedans. Quand vous lancez, vous vous dites, ok, non seulement il faut que les plantes elles aient à peu près tout le temps la même gueule, faut que mes pots ils soient fabriqués, faut trouver le fabricant de pots, parce que voilà. Ensuite, très concrètement, stockage, expédition, comment on gère le machin, parce que on l'a évoqué avant de l'enregistrement, c'est lourd, fragile, très fragile. Comment on fait? Est-ce que tu vas voir Raja et tu lui dis je veux mon carton comme ça? On a fait ça, on a demandé à pas mal de gens de nous aider, mais en fait tu te rends compte très vite que tu es tout seul et que personne l'a jamais fait, ou très peu. Donc nous, par la force des choses, on s'est pas arrivé un matin en se disant super, on va faire un entrepôt logistique, on va le faire de même. On s'est dit il faut qu'on ait notre entrepôt, on n'a pas le choix. Et vous avez cherché des prestats qui étaient capables de le faire ou avant de prendre la décision? En fait, un peu, mais en fait très vite ça marche pas, parce que ceux qui font de la food, nous on fait de l'assemblage, qui pour assembler ça ils veulent pas parce que nous on a de la terre, des trucs comme ça, donc ça marche pas. Ceux qui font du textile, en fait savent pas faire parce que nous c'est beaucoup trop complexe. Les fleurs en fait ils font tous eux-mêmes leur logistique. Puis nous c'est pas que la logistique, en fait c'est la transformation de produits avant tout. On a un atelier que je te disais, pourquoi il y a un atelier? Parce qu'on rend pas toutes les plantes, on va pas l'envoyer dans son pot en plastique, donc il faut la mettre dans notre pot, le cache-pot, la chaussette dont parlait Charles, etc. Donc on a toute une étape de rempotage, et après il faut l'assembler. Et en fait le client, s'il achète le pot bleu, le pot rose, le pot rayé, etc., tu mets la plante dans le bon pot. Et après surtout après la personnalisation aussi, je pense que c'est l'autre sujet. C'est un produit fragile, etc., complexe, mais en plus nous on sait pas faciliter la tâche parce que chaque commande est personnalisable. Donc ça c'est cool, parce que du coup le délai des 14 jours il n'existe plus de rétractation. Nous on a très peu de retours. En fait, ça c'est la force de notre business, c'est qu'on n'est pas comme les gens qui essaient leur pantalon qui va pas, qui leur envoient. Nous on n'a pas ça. Et aussi parce qu'on fait le travail pour être fidèle à la photo, que la plante voyage bien. Et en fait, d'ailleurs, nous... Alors, comment on fait pour inventer cet emballage? C'est pareil, personne l'a vraiment fait. Au début, tu envoies des cartons, tu découpes toi-même, au début, tu maquettes les tiens. Et puis après, tu vas voir un spécialiste du packaging, tu lui envoies des plantes. Il te renvoie un proto qui marche pas, tu renvoies un deuxième, le proto marche toujours pas. Puis au bout d'un moment, tu fais attendez les gars. Nous, on va aller ensemble autour d'une table. Toi, t'es le pro du packaging, moi je suis le pro de la plante et je l'ai déjà fait avec mes petits bras. Et on va le faire ensemble le packaging. Donc en fait, tous les packaging, on les a co-conçus avec nos partenaires du packaging et on les a conçus de manière très robuste. C'était le cahier des charges numéro 1. Maintenant, on les a vachement améliorés. Ils sont à la fois robustes et écologiques. On essaie d'utiliser du carton 100% recyclé et surtout de consommer le moins de carton possible. Mais très robuste. Et d'ailleurs, nous, quand une plante arrive et qu'elle est en mauvais état, on considère que c'est notre faute parce qu'elle a été mal emballée. L'emballage, normalement, s'il est bien emballé, elle voyage bien. Le seul moment où on va se dire c'est pas notre faute, c'est si le carton est endommagé de l'extérieur, c'est que le transporteur vraiment a défoncé le carton, et là c'est la faute du transporteur. Mais si la plante n'arrive pas en bon état, c'est que quelque part il y a un truc qui a cloché au moment de l'emballage. Mais la plupart du temps, la plante voyage super bien, elle arrive en super état. Parce qu'on a conçu un packaging qui est hyper bien conçu, sur mesure, pour les besoins de notre pot, de sa forme, de la plante qu'on a mis dedans, etc. Qui transporte? Nous c'est des transporteurs traditionnels. Au début on s'était dit peut-être il va falloir qu'on trouve un transporteur capable de transporter des plantes avec des cartons ouverts, avec de la lumière, etc. Puis à la fin on s'est dit non, on va faire le packaging qui va bien et on va remettre nos colis à Chronopost, à GLS, à d'autres partenaires classiques qui envoient plein d'autres types de colis, quoi. Donc en fait nous de l'extérieur, notre colis c'est un colis normal. Il voyage tête en bas, tête en haut, on s'en fiche. Il a été conçu pour que la plante puisse être rester combien de temps sans lumière? Nous on travaille avec des transports express, donc c'est 24 voire 48 heures. Donc la plupart du temps il n'y a pas de sujet, quoi. La plante elle peut rester 48 heures dans une boîte, c'est pas un problème. Et aujourd'hui vous avez tout en stock? Nous, alors, il y a eu pas mal d'étapes, mais je te passe un peu les détails. Mais, non, vas-y. Au début, c'était notre stock chez nous, dans notre atelier. Après, on a grossi, donc on a pris un entrepôt d'un côté, un vrai entrepôt logistique de 1000 m², et de l'autre côté, on a pris des serres de 2000 m².
Là, c'était la phase où on avait encore tout nous-mêmes. Et on vous avez les serres. Ouais, on a fait les serres nous-mêmes. Ça, c'était en Ile-de-France, à Viarmes, dans le nord du 95. Notre entrepôt toujours à Beson. Et on avait du coup un schéma logistique un peu complexe parce qu'il y avait des plantes qui venaient de chez nos producteurs, dans nos serres. Dans nos serres, on continuait la croissance, on faisait le rempotage, on stockait les plantes, etc. Puis après, on les transférait dans l'entrepôt logistique. Là, elles étaient emballées, elles étaient remises au transporteur et envoyées chez les clients ou elles étaient envoyées dans nos boutiques. Et ça, c'était avant. Parce qu'en 2023, on a pris la décision de commencer à externaliser. C'est-à-dire qu'on avait appris nous-mêmes le métier. Puis il arrive un moment où on s'est dit, mais en fait, c'est plus notre métier. Expédier des commandes, c'est un métier de fulfillment, c'est un métier de logisticien. On n'a plus besoin de le faire nous-mêmes, on l'a appris, on sait comment faire. Donc on va expliquer à un logisticien comment faire. Donc en 2023, en octobre, on a transmis notre savoir-faire à un logisticien maintenant qui expédie nos commandes pour nous. Quant aux serres, on a décidé également de les fermer parce qu'on s'est rendu compte que notre valeur ajoutée, c'était pas de faire pousser des plantes, c'était de les sélectionner et de les acheter. Et maintenant, et comme on monte, ça c'est ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire de les trouver chez les producteurs, et ben maintenant elles viennent directement de chez nos producteurs. Alors elles passent par un partenaire qui est quasiment chez nous, aux Pays-Bas, qui coordonne le sourcing de toutes ces plantes et qui les envoie chez notre logisticien. Qui les stocke et fait les préparations. Qui les stocke pas longtemps et qui prépare les commandes et on est quasiment en flux tendu partout, quoi. Et même chose pour nos pots, ils viennent du Portugal et toutes les semaines on reçoit des pots du Portugal et on les consomme et on a construit une supply chain hyper lean, hyper direct, flux tendu, avec de la fraîcheur et puis de renouvellement. Les couleurs de peau on peut les changer souvent. Enfin, on a réussi un peu à craquer, je pense, le sujet sur la logistique de notre produit qui est très complexe. Comment on vend Merci pour ces infos. On est un peu rentré dans des aspects concrets, opérationnels, pas forcément une super glam, mais en fait, c'est quand même la réalité du business derrière. Enfin, voilà, ça tourne pas tout seul. Il n'y a pas qu'un site internet ou une app. Mais comment on vend, comment on fait pour, une fois qu'on a les opérations qui sont sous contrôle, comment on fait pour se retrouver au bon marché, comment on fait pour ouvrir des magasins, comment on fait pour distribuer en ligne, comment on fait pour attaquer le marché du B2B, enfin bref, la distribution, quoi. D'ailleurs, juste mini parenthèse, on fait d'abord nous, en tout cas, ce qu'a fait notre rapidité de croissance, c'était de faire d'abord le business avant de s'occuper du back office. Donc en fait, on raconte tout ça, mais en fait, on a déjà commencé, on vendait d'abord. On a d'abord été au bon marché, on a déjà fait du retail, on a déjà fait un site e-commerce, etc. avant de se dire, mais attends, c'est marrant, on est incapable d'expédier 200 commandes par jour, comment est-ce qu'on va faire, quoi. Et c'est toujours ce truc-là qui nous a poussé à faire d'être aussi un petit peu... Aujourd'hui, juste un chiffre pour que les auditeurs aient la mesure, c'est combien de commandes qui sont expédiées ? Ça dépend un peu des périodes, mais en fait... je sais pas, ou sur 2023... Nous, sur une année, on vend 100 000 plantes. 100 000 plantes, ouais. Ok. Mais voilà, et puis t'as des pics journaliers en fonction de trucs où c'est plusieurs milliers de commandes par jour, enfin tu vois, donc tu dois être capable d'assurer dans ta logistique des mois plus calmes. Je sais pas, le mois d'août, c'est pas le besoin premier d'acheter une plante souvent. Et en revanche, c'est quoi la saisonnalité en dehors du calendrier classique Bon, c'est assez classique en fait. Nous, si tu veux, on a les fêtes enfin tu vois, un peu du premier semestre où t'as la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des mères. Ensuite, t'as la période de la rentrée où souvent elle est assez propice pour refaire un peu de déco chez soi, réaménager, c'est la rentrée, quoi. Et après, t'as Noël qui est très forte chez nous, alors Noël n'est pas fort du tout enfin peu fort sur la partie végétale, un peu pour les fleurs mais très peu pour les plantes. Nous, je pense que tu as l'aspect marque qui joue beaucoup, où les gens sont très contents d'offrir un produit by Charles. Marque, il y a quand même dans le monde de la fleur une marque, c'est au nom de la rose. Ouais, c'est vrai. Non, on peut pas dire que quand même là et puis après t'as des sortes t'as des marques qui sont pas forcément, en fait ça dépend ce qu'on veut dire en fait je trouve que t'as aussi beaucoup d'enseignes connues qui sont un peu différentes du c'est pas la même chose, tu vois. Monceau-Fleur, c'est un distributeur. Ouais. D'ailleurs c'est le même groupe, hein, mais ouais, mais c'est pas la même approche du marché. Ouais. Non, au nom de la rose, il y a une histoire de marque. Ouais. Beaucoup plus que Monceau-Fleur. Moi, tu vois, dans la fleur, une vraie marque, je sais pas, une vraie marque dans la fleur, j'aurais plutôt tendance à citer De Beaulieu. Je sais pas si tu connais, mais voilà, il y a qu'un fleuriste à Paris, qui est pas une marque du tout ni nationale ni internationale, tu vois, et encore, mais en fait, ça dépend à où tu mets le curseur sur le côté marque. Et en tout cas, nous, dans l'univers dans lequel on a envie d'évoluer, qui est un univers qui est plutôt premium, qui est pas non plus du luxe, on s'en inspire beaucoup, mais en fait, on a envie d'avoir une approche beaucoup plus humaine et chaleureuse. Mais quand même, c'est qu'on a un degré d'exigence, de rigueur, de service, etc., qui place quand même ta marque un peu différente. C'est pour ça que je fais quand même souvent un peu la différence entre enseigne et marque. Et au sein d'une marque,
j'aime bien dire que en fait, c'est surtout une marque égale expérience, quoi. C'est ça que ça veut dire. Une marque, c'est que tu vis quelque chose. Sinon, en fait, t'es pas vraiment une marque. Une marque, c'est pas un produit. C'est un tout. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on réussit à faire. Et tu parlais un petit peu de comment tu commences. En fait, dès nos premières commandes, le côté expérience est au cœur du truc. Les premières commandes qu'on livre, c'est avec une toute petite voiture de collection géniale, un peu sympa, les fenêtres ouvertes avec la plante qui dépasse du truc. On avait déjà des sacs qu'on avait réussi à faire floquer by Charlot. Depuis qu'on a dès que notre premier employé est arrivé, la première truc qu'on lui a dit, c'est nous, ce qu'on veut avoir, c'est le meilleur service client du monde. Donc en fait, on veut 0 personne pas contente. C'est-à-dire que qu'il y ait des personnes pas contentes, c'est ok, mais qu'elles ne le restent surtout pas. Ça, c'est impossible. Et tu vois, avec plein de petits détails comme ça, où on veut placer l'expérience de la marque au cœur de tout. Et je trouve que c'est comme ça que tu commences. En tout cas, nous, on a pris l'entrepreneuriat et la création de by Charlot par ce prisme-là, quoi. Ensuite, tu prends ton bâton de pèlerin et puis tu vas voir le bon marché pour leur dire j'aimerais bien avoir un corner. Comment ça se passe? En fait, tu peux faire toutes les études, les BP, les machins que tu veux. En fait, à un moment donné, t'as quand même quelqu'un t'as une métrique universelle, c'est est-ce que les gens veulent ton produit, quoi. Donc en fait, nous, plutôt que de passer beaucoup de temps sur des Excel, on s'est juste dit, tu sais quoi, on a un produit, on va aller voir tout le monde. Si jamais personne n'en veut, on n'aura qu'à se dire que c'est pas le bon produit, quoi. Et c'est vrai que nous, si je refais un peu l'histoire, le premier truc qui m'a frappé, c'est que quand on a eu notre premier prototype chez nous dans le salon, ou même quand on a ouvert notre première boutique au Batignolles, t'entends ce que disent les gens, le premier truc qu'ils disent. Et nous, ils disaient, c'est beau. Et d'ailleurs, après, c'est devenu un peu notre tagline, parce que nous, c'est cultiver le beau. Et je pense que c'est le truc basique, c'est simple, mais notre produit, il plaît avant tout pour son esthétique, parce que tout a été soigné. On a fait d'efforts. Tu vois, tu disais, on en arrose une marque éventuellement. Nous, notre produit est iconique. Tu reconnais un produit by Charlot. Aujourd'hui, on a des bougies, on a des diffuseurs de parfums, etc. Ils portent l'ADN de la marque by Charlot. Tu reconnais tout de suite que c'est nous. Et je pense que ça, c'est un révélateur du fait qu'on a réussi à constituer une marque dans notre secteur. Oui, indéniablement. Que la marque est créée, mais bon, il y a un moment quand on se lance, faut y aller, on est tous. Non, mais c'est pour ça que je te disais ça, parce que je pense que il y a une condition. c'est allé assez facilement finalement. Tu vois, on n'a pas été supplier le bon marché pour y rentrer. D'ailleurs, je sais même plus si c'est pas eux qui nous ont contactés. On a eu pareil, l'influence, la presse. Nous, on envoyait des plantes, on offrait des plantes aux influenceurs ou influenceuses, à la presse. Tout de suite, on avait souvent le petit riposte, la petite story, parce que ça marchait. À chaque fois, tu suppliais pas les gens, c'est juste qu'il y avait une alchimie qui se faisait, qui trouvaient ça cool et qui postaient, et qui le font d'ailleurs toujours. Ouais, tu vois, nous on n'a pas de service d'influence chez nous, etc. Tu vas m'en parler, mais en fait, on a des dizaines et des dizaines de demandes chaque jour de j'adore vos produits, est-ce que vous pouvez m'en offrir une pour que je le reposte? En fait, tu dis oui ou non, mais c'est là la puissance de la marque, quoi. Aujourd'hui, vous êtes combien d'ailleurs? Combien de salariés? Il y a combien de personnes? On est une petite quarantaine. Quarantaine avec tout confondu, hein. Je parle déjà tout contrat confondu et surtout en prenant en compte le retail, le siège, etc., quoi. Ouais, et sachant que les opérations supply sont externalisées, hein. Ouais, depuis fin 2023. Revenons sur le retail, justement la notion d'omnicanalité. Vous avez combien de magasins aujourd'hui? On a 5 points de vente. 5 points de vente. C'est-à-dire qu'on a les corners aussi en grand magasin, et sinon on a des boutiques en propre, quoi. Comment on fait pour avoir une boutique? Comment on design l'expérience d'achat en boutique pour qu'il y ait une cohérence avec les produits quand on est online et qu'on veut devenir physique, et puis pour qu'elle puisse être déclinée dans différents points de vente pour qu'il y ait une cohérence? Ça c'est la partie cool, hein, du retail. C'est quand tu penses un peu à l'architecte. Bon, déjà, c'est un peu ce à quoi on réfléchit au début. Non, mais ce à quoi tu réfléchis au début, c'est l'adresse. C'est l'emplacement numéro. Enfin voilà, c'est l'adresse. Malheureusement, les emplacements numéro 1, ils coûtent très cher. Et donc après, est-ce que j'ai le courage de prendre quelque chose de très cher, ou est-ce que j'ai un peu moins le courage? Bon, souvent, il vaut mieux avoir le courage parce que ça sera toujours 20 fois plus payant. Enfin voilà, c'est assez exponentiel. Mais bon, une fois que tu te dis, j'ai l'adresse, et nous, et encore je te dis ça, on a commencé par un pop-up store, et finalement on l'a fait durer 1 an et demi, ce pop-up store. Celui des Batignolles, c'est ça? Ouais, bon, à bout d'un moment, après, en fait, c'est marrant parce que ce pop-up store, on l'a choisi. Il était où? Sur la place des Batignolles? Il était rue des Batignolles, une petite maison, quoi. T'avais vraiment trop mignon, avec des tomates au sol, un petit escalier au fond qui montait à l'étage avec des bureaux. D'ailleurs, on a mis nos bureaux là-bas. Et on avait tout de suite essayé de faire un peu de déco pour que ça ait un look sympa. On avait repeint la façade
mais hyper charmant. Alors on n'a pas eu de concept, on s'est pas dit on y arrive avec notre concept retail parce qu'on n'en avait pas. On avait juste notre produit. Et d'ailleurs notre produit, c'est la force du produit, c'est que notre produit il décore la boutique en fait. Donc t'as pas besoin d'avoir des trucs trop compliqués. Et ça nous a permis de nous faire un peu la main pendant 18 mois. Et après on a pris une autre boutique dans les Batignolles, là un vrai bail à nous, et on a fait nos travaux. Et c'est là qu'on a fait le concept retail. Mais on avait déjà quand même 18 mois de recul. Eh ouais, intéressant de l'entendre comme ça. Ouais. Et puis, ouais, exactement. Et donc après, une fois, après tu montes ton concept retail, tu sais, tu connais ton merch, ta taille des produits, tu sais un peu quoi va où, doit aller où, etc. Ton parcours client, etc. Mais bon, une fois que tu as fait tout ça, c'est bien. Mais après, il faut des vendeurs, il faut animer les vendeurs, il faut faire des ventes. Même si tu fais un peu de vente tout de suite, en fait, d'un coup, tu as un loyer à rentabiliser, tu as des travaux à amortir, tu as un vrai PNL de boutique à gérer. Et en fait, ça marche pas toujours en claquant des doigts. C'est-à-dire que sans claquer des doigts, tu as le strict minimum qui va se passer parce que ton produit fait le taf. Mais après, tu as une sorte de grosse animation. Et c'est pas qu'il faut ou pas venir du retail, enfin peu importe. Bon, moi j'ai de la chance, j'en venais, donc je connaissais à peu près les codes et l'animation. Mais tu vois, c'est des indicateurs à part, c'est des trainings en permanence. T'as gagné du temps, ton expérience t'as fait gagner du temps. Mais c'est bon, ça, et encore, ça c'est sur une boutique. Mais dès que tu commences à avoir 2, 3, 4, et puis après, on verra par la suite. Mais c'est pour uniformiser tout ça et avoir une expérience d'achat qui soit exactement la même dans tous tes points de vente avec des vendeurs. De toute façon, tu le vois, hein, t'as une bonne équipe ou une mauvaise équipe dans une boutique, c'est du simple au double le chiffre d'affaires d'une boutique. Donc t'en viens à des problématiques que les gens sous-estiment souvent. Là, c'est un peu, c'est cool, on va faire du retail, mais c'est que le début des problèmes, quoi. Donc ensuite, c'est l'animation qui est un travail quotidien est plus importante à cadrer, quoi. Ok, donc maintenant, la part du chiffre d'affaires du retail, elle est de quel ordre ? C'est une bonne vingtaine de pourcents du chiffre d'affaires global. Après, les boutiques, c'est toujours pareil. Là, on a 5 points de vente aujourd'hui. Demain, t'en as 10 ou t'en as 15. Bon, après, chaque boutique, on sait à peu près quelle part de chiffre d'affaires on va se rajouter en top line, c'est quoi le PNL, etc. Donc, c'est un peu, tu peux presque faire une table de multiplication, quoi. Bon, même si il n'y a pas de valeur exacte, mais t'as un côté comme ça. Vous vendez aussi aujourd'hui à des professionnels le cadeau d'entreprise. Lui, ça représente quelle part du business ? C'est entre 15 et 20% du business. D'accord. Voilà, et après on a toujours eu la moitié, après une grosse moitié du CA online. Donc le B2B, c'est quelque chose qui est venu un peu après. Par la force des choses, vous aviez cherché... En fait, c'est le travail de la marque aussi, je pense, qui nous a amené les deals. On n'a pas fait de prospection au début et on avait des appels entrants. Un de nos premiers clients, c'était l'hôtel Georges V à Paris. Après, on a eu qui faisait des cadeaux pour ses clients. Et après, ça fait plaisir là quand on reçoit. Ouais, ça positionne tout de suite. Et moi, moi, je m'occupe pas trop du B2B, c'est plutôt Charles et les équipes dédiées. Mais moi, à chaque fois, je vois les noms des clients et je me dis, mais ça y est, on a réussi quelque chose. C'est-à-dire que on a énormément de marques de luxe qui commandent chez nous alors pour plein de choses, hein, des événements, des lancements produits, de la presse, de la relation presse, de l'événementiel, du cadeau partenaire, etc. On a aussi des marques de voitures dans l'immobilier qui font des cadeaux à leurs clients dès qu'ils achètent une voiture ou un appartement. On a beaucoup de gens dans le digital aussi, des agences, des éditeurs logiciels, etc. Puis après, il y a les entreprises plus traditionnelles, type cabinet d'avocats, notaires, cabinet d'assurance, etc., qui sont aussi des clients assez récurrents chez nous. Sur le B2C, les consommateurs, c'est quoi le persona type ? C'est quoi le ou les deux consommateurs type ? A priori, je dirais féminin, mais peut-être que je me gourre complètement, que c'est un gros cliché. Non, t'as raison, et c'est... je pense que t'as 70 à 80% des gens qui achètent chez nous qui sont des femmes. Ça veut pas dire qu'elles achètent pour elles, c'est peut-être pour leur homme, offrir, ou pour la maison, ou pour offrir, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes. Évidemment, une clientèle qui est plutôt CSP+, et on vend essentiellement dans des zones urbaines. Là où t'as pas l'accès spécialement facile aux plantes et à la nature. Maintenant, ce qu'on essaie d'analyser de plus en plus, c'est aussi qui sont les gens qui reçoivent nos produits. C'est pas toujours les mêmes que ceux qui achètent. Quand tu as un pied dans le monde un peu du cadeau, c'est un gros challenge. Tu parlais tout à l'heure de CRM, d'acquisition, etc. Nous, on a un truc en ce moment, c'est d'essayer de savoir qui reçoit nos produits, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas toujours les mêmes. C'est ça qui est marrant, quoi. Donc voilà, mais bon, notre persona principal, c'est plutôt femme avec un bon pouvoir d'achat qui habite dans des grandes villes, quoi. Voilà. Ouais.
Justement, bonne transition pour parler de la relation client, des clients, des clientes. Comment vous gérez tout ça? Comment vous gérez... Tu as commencé à apporter des éléments de réponse là avec les sujets de CRM. Vous l'avez aussi souligné en filigrane en parlant des influenceurs. Bon, comment vous organisez votre prise de parole et avant ça, comment la data est gérée chez vous? Est-ce que c'est un chantier en devenir? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà très structuré? Ouais, alors c'est pas forcément très structuré parce que je trouve que c'est une structure permanente. Enfin, tu n'es jamais arrivé un peu au bout du truc en disant c'est bon, j'ai tout fait, je suis parfait, quoi. Mais nous, on vient plutôt des réseaux sociaux. Tu vois, on dit qu'on est digital native, mais en fait, on est presque Instagram native, quoi. C'est surtout le truc. Donc avec des très belles photos. C'est votre premier canal d'acquisition. Ouais, c'est le premier canal de trafic et de communication, quoi, surtout. C'est-à-dire que les gens ils nous connaissent ici, c'est là qu'on met en avant nos produits, nos shootings photos, qu'on communique avec nos clients, etc. Donc après t'as l'acquisition qui est venue naturellement, l'acquisition client où en fait après nous on a monté la marque à un moment donné où c'était un peu l'Eldorado de l'acquisition. Tu mettais 1 euro, t'en gagnais 12, tu te dis bon bah si j'en fous 50 000 ça fait quoi après t'avais un truc un peu comme ça. Bon, malheureusement ça s'est un peu calmé, voire bien calmé, et donc tu te dis à un moment donné mais ça veut dire que vous avez engrangé une base de données Ouais, c'est ça. Donc en gros t'as une grosse partie aujourd'hui de nos clients qui sont des nouveaux clients, tu vois, et à un moment donné tu te dis bon bah c'est cool d'avoir de plus en plus de nouveaux clients, mais en fait faut surtout pas en oublier les premiers qui ont acheté et ceux qui sont tes clients. Bien donc sûr. Tu te dis va falloir que je marche sur 2 jambes et pas que sur une jambe. Évidemment je vais devoir continuer à faire de l'expansion, c'est acquisition, fidélisation, hein, c'est les deux jambes, mais ça coûte moins cher de fidéliser que d'acquérir. Tout à fait. Et ouais, non mais tout à fait. Et puis surtout en fait c'est ce qui fait aussi la force d'une marque, c'est qu'à un moment donné si t'es juste quelque chose, enfin un truc qui fait un buzz et qui fait pchit après, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc là nous c'est nos gros sujets du moment, c'est connaissance client, amélioration du repeat business, mise en place de workflow CRM très poussé, et tu vois, programme de fidélité. Enfin voilà, on a pas mal de choses comme ça qui nous poussent en ce moment en se disant bon bah voilà, on a une belle croissance, on va continuer d'avoir une belle croissance, mais on veut mettre un focus particulier sur nos clients, nos meilleurs clients, leur faire découvrir énormément de choses, parce que tout le monde dit qu'on fait des plantes, mais en fait on fait plein d'autres choses aussi, et de passer du temps, mais même en physique, c'est-à-dire que nous on appelle des clients, on leur pose des questions, on leur demande ce qu'ils en pensent de la marque, comment est-ce qu'ils nous ont connus, qu'est-ce qu'ils pensent de ces nouveaux produits, etc. Enfin voilà, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et assez gratifiantes par ailleurs, quoi. Comment vous incarnez le message de la marque sur Insta ou même au travers du site? Comment vous délivrez cette expérience-là? Il y a uniquement des plantes. Est-ce que vous utilisez donc les influenceurs? Comment on fait cette stratégie? Comment on la met en œuvre? Bon, c'est un peu un savant mélange dont on n'a pas toujours tous les ingrédients de la recette, mais en gros nous et toujours dans cette logique d'expérience de marque et d'univers premium, on apporte une énorme importance à présenter de la meilleure manière nos produits et nos plantes qui sont un peu nos mannequins chez nous. Donc tu as une sorte de mise en scène, chaque lieu est choisi avec la plus grande attention, le photographe aussi, enfin voilà, la position de la plante, des ombres, etc. Donc voilà, donc tu as déjà toute une sorte d'esthétique, c'est-à-dire que même si t'as pas envie d'acheter nos produits, c'est plutôt agréable de regarder notre compte Instagram, ça c'est le premier point. Ensuite effectivement tu as des ambassadeurs chez nous qui sont soit des clients, soit des influenceurs. Qui est quelque chose qui tourne assez bien, et c'est vrai qu'on a plutôt de la chance, c'est qu'on a un produit qui et peut-être de par la personnalisation, en fait les produits personnalisés aujourd'hui, t'as d'un côté les mugs, les clés USB, les stylos et les trucs un peu à la con, et de l'autre côté t'as le luxe qui fait de la personnalisation, de la broderie, mais qui est souvent synonyme d'une petite initiale mis discrètement quelque part. Et nous je trouve qu'on a réussi à prendre un peu dans les deux mondes, c'est que la personnalisation chez nous reste chic. Et plutôt haut de gamme. Donc je pense que c'est aussi pour ça que tout le milieu un peu influence, etc. marche bien. En fait, n'importe qui est très content de recevoir une plante avec son nom, le prénom de ses enfants en bas, et d'avoir une belle plante à poser sur sa cheminée. Et c'est super sympa. J'adore, je suis complètement d'accord. C'est quoi, pour un peu conclure là-dessus, les prochaines étapes? Et puis, comment ça, peut-être avant de rentrer là-dedans, comment tout ça se finance en fait? Vous avez levé de l'argent?
Ouais, alors les prochaines étapes, je pense, c'est d'aller franchir les portes, enfin sortir un peu plus de Paris, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une grosse moitié encore de notre chiffre d'affaires. Et Paris, c'est pas la France, il y a pas mal de territoires encore à aller où il faut qu'on aille faire connaître notre marque. Avec des implantations physiques de magasins. Pourquoi pas. Nous, on est vraiment convaincus de l'omnicanalité. Après, il faut voir si c'est nos magasins, si c'est des revendeurs, des franchises. On est assez ouvert en ce moment où on se pose des questions. Et ensuite, c'est l'international. On a des pistes parce qu'en fait, l'avantage aussi de notre produit, c'est qu'il est universel. Et je pense que des plantes, on en voit partout, hein, même en dehors de l'Europe. Et notre manière de proposer le produit, je pense, est très compatible avec d'autres régions du monde. On pense par exemple aux États-Unis, au Middle East, pourquoi pas en Asie. Mais bon, d'abord, on va faire bien la France, ça c'est la priorité. Et après, ta question sur le financement, bah oui, alors nous, notre business, c'est un business qui se finance parce que, surtout au début, avec tous les CAPEX qu'on a pu avoir, l'entrepôt, la marque, les shootings photos, enfin, construire une marque, ça consomme du cash, il faut le reconnaître. Donc on a déjà levé de l'argent, on est accompagné nous par les Business Angels dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis on a fait rentrer en 2021 un fonds qui est spécialisé dans les marques, qui s'appelle Utopia, dans les marques engagées. Donc d'ailleurs ils nous ont accompagnés sur nous, ils ont attisé notre ambition de faire quelque chose de gros, et ils nous ont aussi orientés vers une approche responsable. Nous, on n'est pas nés ultra écolo convaincus dans la construction de la marque, ni ultra made in France. Ça n'a pas été nos combats initiaux, mais on a toujours essayé de faire les choses bien, et là on essaie de le faire encore mieux. On est en train de passer B Corp. Nous, tous nos fournisseurs, notamment aux Pays-Bas, qui est le pays précurseur sur la plante, sont labellisés avec des labels type MPS. Ils chauffent les serres en géothermie. Les bilans carbone sont très, très vertueux là-bas. On fait aussi, il n'y a pas de traitement chimique particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, pour la suite. Et du coup, donc, pour le développement, c'est répliquer ce qu'on sait bien faire ici ailleurs, et puis c'est continuer à se développer aussi sur la partie décoration, la partie plante pour soi. Je pense qu'on a été très fort sur le cadeau depuis le début, mais je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à dire sur la grande plante pour chez soi, pour les gens qui ont des beaux intérieurs, qui veulent quelque chose de très soigné en termes de produits, en termes d'expérience. On a bien envie de s'occuper des balcons aussi des grandes villes qui sont pas toujours très fournis en végétal, et quand ils le sont, c'est toujours un peu la jardinière en plastique pas très sexy. Donc ça, on y pense aussi pas mal à la plante d'extérieur. Eh ben, écoutez, merci pour tous ces renseignements, ces informations. Je vois le compteur, on est déjà à quasiment 1h14. J'ai adoré la façon avec laquelle vous avez raconté votre histoire, et la façon avec laquelle vous partagez à la fois la prise de parole, mais on sent que derrière, c'est pas que la prise de parole, et qu'il y a une vraie complémentarité dans les responsabilités qui sont les vôtres. Bravo pour ce que vous avez fait, parce qu'en 6 ans, je trouve que c'est vraiment fort d'avoir créé une marque comme celle-là. Merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Si on veut vous contacter, c'est LinkedIn le meilleur moyen. Nous personnellement, LinkedIn. Si on a envie de contacter la marque, plutôt sur Instagram. Voilà. Très bien. Merci pour ça. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et pour les messages que vous me faites parvenir régulièrement, qui m'incitent à continuer le sujet, l'expérience, les Digital Doers. Merci à Comexposium pour le One-to-One Retail E-Commerce Monaco qui apporte son support à cet épisode. Et puis je vous dis à très bientôt. Charles et Charles, les Charlots, à très bientôt et merci encore. À bientôt, merci à toi.